Fatality. Yippee-ki-yay. Et je me retrouve tout seul là et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Le Padawan a dit vrai. Si on peut plus le péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Vous écoutez PVP, Popcorn vs Player, un podcast qui parle de cinéma et de jeux vidéo, mais de l'inverse aussi. Le concept est simple, chaque émission s'ouvre sur 15 minutes de recommandations ciné, séries ou jeux vidéo, et la seconde partie, qui va durer en moyenne 45 minutes, est un échange avec des spécialistes pour parler d'un sujet d'actualité qu'ils ou elles connaissent bien. Je suis Jirem Sama, j'enregistre cette émission en compagnie de Maxi Kagemusha et Arcania. Nous faisons partie tous les trois du média Bowser Streaming qui produit ce podcast. Alors maintenant passons aux présentations et on va commencer avec Arcania. Arcania, que peux-tu nous dire à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent? Eh bien bonsoir aux auditeurs et auditrices. Moi je peux dire simplement que c'est un plaisir de parler, comme tu dis, de médias culturels à travers Burn After Streaming et ce podcast, de notre passion, que ce soit cinéma, séries, jeux vidéo. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que moi-même, donc, j'ai une chaîne consacrée donc au cinéma de genre. Alors moi, je suis plus axé sur le rétro movies parce que vraiment, je vais aller plutôt chercher les décennies 60 à 90, c'est mes décennies préférées dans le cinéma de genre. Donc moi, j'explore vraiment tout un pan du cinéma de genre de cette époque. Et donc c'est un plaisir aussi de pouvoir parler ici, évidemment, de ce qu'on aime à travers l'actu récente aussi, parce qu'il faut pas oublier aussi l'actualité qui nous fait réunir pour ces émissions à travers notre passion et nos choix respectifs. À toi Maxi. Salutations à tous. Tout d'abord à mes deux acolytes, Jérém Sama et Arcania, que j'ai croisé par le biais de ce podcast il y a 1 ou 2 mois. C'est une personne hyper intéressante parce que effectivement, il a des connaissances en cinéma que je n'ai pas et donc c'est toujours enrichissant. Sinon, je suis rédacteur sur le site, c'est Burn After Streaming. C'est un petit média qui a été lancé par notre hôte de ce soir. Et puis, je suis très impatient de recevoir notre invité de ce soir parce que je pense qu'il va pouvoir nous apporter sa vision sur le thème. Et puis voilà, quoi. C'est un moment de partage avec nos auditeurs et puis mes deux acolytes, Arcania et Jérém Sama. Exactement. Alors comme là on est sur le premier épisode, c'était nécessaire de faire une petite présentation de l'équipe et de ce qui va attendre nos auditeurs et auditrices sur le prochain épisode. Et Maxi, t'as commencé à l'évoquer. Il y a le programme du jour. Donc en première partie, on va parler pendant un quart d'heure un petit peu de nos recommandations du moment. Donc pour ma part, ce sera Helldivers 2. Pour Arcania, ce sera Close to the Sun. Et pour Maxi Kagemusha, ce sera... moi, je vais un peu revenir sur les jeux de Dune, vu que ça fait l'actualité actuellement. Et en seconde partie, nous recevrons Lloyd Cherry, donc le spécialiste de Dune, transition oblige. Et mais avant d'arriver sur ce gros morceau qui va durer à peu près 40 minutes, on va les gars commencer par... nos recos. Est-ce que quelqu'un veut se proposer pour son sujet du jour? Commence, franchement. Allez, commence. Ah oui, je vais commencer. Ça de la main. Alors, en ce moment, moi, je joue à Helldivers 2. Oui, je pense très bien ce que c'est, mais bon, voilà, c'est un jeu qui est développé par Arrowhead Game Studio, qui est une semi-exclue, j'ai envie de dire, Sony, puisque le jeu est aussi disponible sur PC. On espère, Maxi, qu'il arrive sur Xbox dans quelques mois. Oui. Mais c'est pas prévu, pour l'instant. Non. Hélas. Alors, du coup, Helldivers 2, qu'est-ce que c'est? C'est un TPS, donc un third person shooter, multijoueur, donc coopératif. Le principe est simple, on est des sortes de soldats, donc les Helldivers, et on combat au nom de l'humanité des espèces un peu des sortes d'arachnides façon Starship Troopers, avec 3 autres soldats, et l'idée c'est de repousser les vagues qui arrivent en continu. Alors il y a différents modes de jeu, il y a des modes où on doit traverser des grandes zones, se rendre d'un point A à un point B puis à un point C par exemple
sauver des otages, secourir donc des humains pour pas qu'ils se fassent bouffer par les bestioles, voilà, tout simplement. Il y a des captures par exemple, ou plutôt des récoltes de minerais ou ce genre de choses. Il y a aussi des phases où on doit garder un point et repousser les vagues incessantes d'arachnides qui arrivent. Donc et j'en passe les meilleurs. Il y a pas que les arachnides, hein, il y a aussi des parties où on affronte des robots, des mechas, enfin c'est assez varié, même si ça reste quand même globalement de l'arachnide et du mecha, mais le bestiaire des arachnides est très riche. Il y a des petites bestioles rampantes qui se flinguent assez vite. Il y en a des un peu plus grosses, assez compliquées à battre. Il y en a des gigantesques qui pourraient peut-être même faire pâlir Godzilla, quoi. Donc voilà, on est sur ce genre de jeu, ce genre d'ambiance. Alors ce qui est cool au niveau gameplay, c'est que en fait une partie on va être en fait dans une sorte de carte interstellaire où on va avoir plusieurs zones, plusieurs systèmes. On va pouvoir choisir les systèmes où on veut se rendre. Alors ça reste limité quand même par les choix qu'on nous propose en ce moment. Il y a des objectifs communautaires. Et donc quand on va sur un système, on va choisir la planète où on veut faire les missions. Chaque planète a une météo qui lui est propre. Donc la météo a son importance. Par exemple, les planètes où il fait très chaud vont consommer plus vite notre endurance. Donc on va courir moins longtemps, moins vite. Enfin surtout moins longtemps. Le blizzard, lui par contre, va réduire la visibilité et la mobilité. Donc là pour le coup, on va vraiment courir moins vite. Et bon, tout un tas de choses qui sont assez varié. Donc ça amène justement ça empêche de s'ennuyer pendant l'émission d'une partie à l'autre. On fait jamais la même partie, ça c'est super cool. Donc le jeu aussi propose du coup un vaste choix d'armes, mais aussi de ce qu'ils appellent des stratagèmes. Donc les stratagèmes, ça va être par exemple des ordres qu'on va donner au vaisseau mère, parce que chaque soldat a un vaisseau mère qui lui est attribué. Et on peut dire par exemple au vaisseau mère de tirer sur une zone, enfin voilà, ou d'envoyer du ravitaillement, enfin on peut donner pas mal d'ordres à ça. Donc on va en débloquer au fur et à mesure des niveaux qu'on gagne en faisant des parties. Pareil pour les armes du coup, qu'on peut aussi débloquer avec les niveaux et en dépensant des points d'expérience. Et on peut également personnaliser les skins des soldats, donc des Helldivers, leurs armes. Il y a des tenues qui apportent des avantages et des alors pas des inconvénients, je perds un peu mes mots, mais des faiblesses en fait. Il y a effectivement ouais. C'est mais, en tout cas des. Ouais, par contre, j'ai une question. Ouais. Au niveau des serveurs, ça s'est amélioré parce qu'au début, c'était un peu chaud pour trouver des joueurs. Enfin, j'ai pas eu moins de soucis. C'est-à-dire que, alors moi j'ai acheté le jeu une semaine après sa sortie, je crois, et j'ai pas eu de soucis vraiment à trouver des parties. Donc parfois ça peut m'arriver d'en sélectionner et de me dire que j'arrive pas à rejoindre, mais en fait juste à côté il y a 2-3 autres en fait soit tu peux sélectionner toi sur la carte toi-même manuellement une partie où il y a des joueurs, et là parfois ça plante, mais en général ça va, ça la plupart du temps ça fonctionne. Ou après t'as aussi une touche d'action pour lancer une partie rapide, et là ça va t'amener vraiment sur une partie en cours quoi. Ouais, d'accord. Par contre ils ont quand même bien il y a du contenu, ils le suivent le jeu. Alors pour le moment, on en parlera dans 6 mois, c'est encore des joueurs, etc. Oui. Mais j'ai vu qu'ils avaient rajouté les mechas. Les mechas, ils ont été rajoutés il y a 2 semaines, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, là aujourd'hui, j'en ai testé quelques-uns. C'est assez cool d'ailleurs de monter dans une sorte de mecha façon un peu Armored Core, quoi. Bon, moins mobile, bien sûr, mais ouais, non, c'est assez jouissif, ça marche bien. Ça m'a donné envie. Ça a l'air d'être un bon défouloir. Non, c'est un super jeu, vraiment. Normalement là, je suis en train de monter une petite équipe, donc on va être quelques collègues à jouer. Mais bon, sur une équipe de 4, en fait, ça va, c'est très facile à monter, quoi. Et on est un peu sur le même genre de, je sais pas si vous aviez joué à ça, à World War Z par exemple. Espèce de jeu en coop où on repousse des vagues de zombies tout en traversant une ville, et il y a plusieurs zones, donc on est un peu sur ce même genre de délire, moins cloisonné quand même, parce que bon les World War Z c'était des longs couloirs, on va dire. Là ça reste quand même des grandes zones ouvertes où il se passe beaucoup de choses, et c'est vraiment très cool. Il y a différents paliers de difficulté, donc
Au début, on se dit ah ça va. Enfin, bon là j'ai joué en facile, là ça va, je me gave. Mais très vite on arrive à moyen et déjà ça se complique beaucoup. Enfin, surtout à bas niveau quand on n'a pas d'équipement en plus particulièrement puissant ou quoi. Très rapidement il y a du challenge en fait. Et là en ce moment je commence à jouer à niveau 5, donc ça correspond à ce qu'ils appellent dangereux. Donc là, c'est un jeu très très difficile. Je crois qu'il y a 7 ou 8 paliers, je sais plus de mémoire mais en tout cas voilà, je commence à être pas trop mal au niveau de difficulté. Et ouais, il y a du challenge et il faut du gros équipement quand même quand t'arrives à ces niveaux-là. En même temps, dans tous les cas, tu peux pas les débloquer avant un certain niveau. Donc ça, je trouve que la progression se fait assez bien par rapport à ça. C'est que tu débloques vraiment les paliers de difficulté de manière assez cohérente avec ce que tu as toi en matos à ce moment-là et en puissance de frappe. Après, ouais. Il faut noter qu'il est pas cher. Il est pas cher. Ouais, je crois qu'il coûte 40 balles ou un truc comme ça. Voilà, 40 balles. Et c'est important quand tu vois que tous les jeux sont à 80 balles. Mine de rien, là, il y a 40 balles. Moi, c'est une grosse reco. Voilà, si vous aimez bien les shooters, les jeux en coop et un petit peu de challenge, et encore que le challenge c'est pas obligatoire. Hein, si justement c'est pas le genre de jeu où il faut forcément être quelqu'un qui est très skillé pour jouer, même si c'est quand même forcément mieux si t'es un bon joueur quoi, mais voilà, si t'es pas le genre de gars qui fait 40 kills à code, c'est pas grave. Oui. Tu peux quand même jouer à Helldiver avec tes collègues et te régaler et te fendre la poire, parce que pareil, tout à l'heure j'ai un peu évoqué Starship Troopers. On est clairement sur ce genre d'ambiance où ça se prend pas vraiment au sérieux et ça joue le côté à fond. Allez soldats, allez à la guerre machin, vous êtes des vrais mecs, je sais pas quoi, mais ça se prend vraiment à la dérision quoi. C'est pas du tout du premier degré. Même la scène d'ouverture du jeu, l'intro, c'est une espèce de scène à la con où t'as un mec, un présentateur télé qui fait sa propagande pour enrôler des Helldiver et où il y a des grosses ficelles, pareil comme dans ce qu'a fait Paul Verhoeven pour Starship Troopers. Donc vraiment il y a ces clins d'œil là que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, moi c'est une grosse reco, c'est mon coup de cœur du moment. Et si vous voulez on peut passer au prochain d'entre vous. Eh bien, on va pas se battre. Non, bah vas-y, à toi l'honneur Maxi, tiens, cette fois-ci. Bah moi, donc la reco, bon, j'en parlerai à la fin, mais vu que le thème de l'émission c'est un peu Dune, donc je vais un peu reparler comment j'ai découvert l'univers de Dune. C'était en 92. Alors je suis très mauvais en calcul mental, mais je devais avoir 15 ou 16 ans. Excusez-moi, j'en perds ma voix tellement que je me fais vieux. Et donc c'était un jeu, oui, que j'ai lancé, enfin que mon père m'avait acheté sur son PC. Mon père était trop fier. Il avait le PS1 d'IBM. C'était à l'époque où les ordinateurs, moi j'avais commencé, tu vois, c'était sur les MO7 et TO7 70. Ça parlera aux anciens, aux vieilles reliques, à l'époque où Thomson faisait encore des ordinateurs. Et un beau jour, il revient avec son ordi, il est trop fier et tout. Ouais, les gars, regardez, etc. Et il me fait, j'ai acheté un jeu. En plus, en 92, il me semble que 2-3 ans plus tôt, la 5 avait repassé le film de Dune. Ouais. Et bon, il faut savoir le Dune de David Lynch. Bon, il faut savoir que la 5, c'était une chaîne, elle te passait un film une fois à 20h30, ensuite elle te le repassait le lendemain à 10h, le dimanche elle te le repassait à 17h. Enfin bref, tu voyais le film. Et donc je suis tombé sur ce jeu qui est très prenant quand même, mine de rien, parce que tu fais des passages en hydrocoptère, je crois. Enfin non, ça se dit pas hydrocoptère, attention. C'est l'ornithoptère, voilà. D'accord. Et donc tu passes ton temps à faire des pseudo-missions sur cette planète qui est aride pour rechercher forcément de l'épice. Et le jeu, il retranscrit bien les bouquins, mais bon,
Il fait vraiment, c'est une adaptation vraiment libre, hein, etc. Mais tu vois bien dans le jeu, en t'expliquant, tu sais, il y a des moments où il passe des soirées en plein milieu du désert et que ses yeux deviennent de plus en plus bleus, qu'on voit pas forcément dans le film, hein, en fait. Dans le deuxième, en fait, d'un coup, il a les yeux bleus. Je laisserai les gens aller découvrir ce passage. Et c'était une stratégie maintenant ça s'appelle STR, des stratégies en temps réel. Oui. Et tu faisais le long de la planète comme ça et t'avais une musique qui te rentrait dans la tête, hein, en fait. Tu jouais pas au jeu mais t'entendais encore la musique. En plus, à l'époque, on était loin des Dolby, etc. Donc c'était un sale son, mais bon, ça te rentrait dans la tête. Et bon, le jeu, t'y passais du temps, et bon, ça retranscrivait quand même l'ambiance de l'époque. Ensuite, donc dans Dune, ils ont ressorti un jeu l'année dernière, en septembre 2023. Alors c'est toujours des stratégies en temps réel, mais maintenant ça s'appelle du 4X. Alors je sais pas, ça c'est les termes super utilisés par les spécialistes de jeux vidéo. Donc c'est un jeu qui a été développé par un studio français, hein, c'est à noter, hein, donc Shiro Game, qui était sorti en anticipé. C'est pareil. Bon, par contre, j'y ai pas joué, hein, parce que c'est pas le type de jeu qui me correspond, hein. Faut être vraiment spécialiste de ce type de jeu. Mais c'est à noter, hein, il a gagné d'ailleurs le Pégase, forcément vu que c'est un jeu français, l'année dernière, de la meilleure innovation technologique. Alors après, je sais pas contre qui il était. Bon, c'est un mode solo par contre, hein, donc c'est un peu toujours le même thème, hein, tu vois, c'est-à-dire gérer l'épice, parce que mine de rien, l'épice dans les films, c'est la base, hein, ils sont là pour l'épice, hein, l'exploitation. Mais je pense que notre invité tout à l'heure nous expliquera plus ce qui est derrière l'œuvre de Herbert. Hein. Il y a eu également, alors ça par contre j'ai essayé d'y jouer. Je vais bien dire que j'ai essayé d'y jouer parce que il y a dans Flight Simulator en fait au moment de la sortie du film, il y a eu une extension Dune. Alors visuellement, c'est magnifique, tu as l'impression d'être sur Arrakis au volant de l'ornicoptère. Ouais, alors j'ai vu ça passer, ouais, c'est super beau. Ouais. C'est super beau. Mais alors c'est du Flight Simulator. Ah, t'as rien à faire, par voler. Non, il y a des missions. Il y a une mission sauvetage. Tu dois aller sauver ton instructeur dans une tempête. Mais je suis pas encore arrivé à ce niveau-là parce que c'est hyper compliqué parce que faut déjà apprendre à dompter ton objet volant. Mais visuellement, Flight Simulator, c'est chaud, c'est très beau. Et une nouvelle fois, hein, il faut pas se leurrer, hein, c'est aussi un studio français, Asobo, et un petit cocorico. Et puis cette semaine, on a eu un trailer sur le prochain jeu, toujours du studio Spyro Game, ceux qui avaient fait donc le Space War. Par contre, là, c'est du MMO multijoueur. Autant vous dire que c'est un jeu que je vais pas y toucher parce que c'est trop compliqué, un peu comme Final Fantasy XIV Online. Hein, c'est un jeu qui s'adresse aux fans, hein, de ce type de jeu. Par contre, donc d'après ce qu'on a pu voir, hein, en début de semaine, mode survie sur cette planète aride, etc. Ça a l'air quand même une bonne adaptation de l'œuvre. Mais je pense plus que c'est basé sur l'œuvre de Villeneuve que sur l'œuvre originale. Mais
ça peut être intéressant, surtout qui va sortir, contrairement au premier Dune qui est sorti sur... alors, c'est même pas Windows, je crois que c'était MS-DOS à l'époque, quoi. Autant vous dire que ça a très, très mal vieilli. Là, il va sortir donc sur PlayStation, sur PS5 et Xbox Series. Et vu comment j'ai apprécié le film, je pense que j'irai quand même jeter un petit coup d'œil. D'accord. Voilà, pour ma part. Ok, on laisse la main à Arcadia. Je vais prendre un peu de temps pour vous parler d'un jeu aussi, un jeu indé, alors quand même un petit budget. Ça s'appelle Close to the Sun. Alors c'est un jeu qui mélange, je dirais, le côté un peu, il y a un petit côté angoissant, mystérieux, etc. Et puis avec un petit côté horrifique. Donc c'est l'histoire, en fait vous êtes plongé dans une sorte d'aventure qui se déroule au début du XXe siècle. Ça se passe donc dans un immense navire en fait de recherche scientifique qui s'appelle l'Hélios. Et puis donc on va être plongé dans une histoire de science-fiction, comme j'ai dit, il y a un côté thriller aussi, il y a un côté horreur bien sûr, et c'est pour ça que j'aime, puisque moi j'adore tout ce qui est jeu un peu justement avec une ambiance horrifique. Le personnage principal, donc en fait c'est une journaliste qui cherche à retrouver sa sœur Ada, qui travaille sur le navire, donc voilà, et donc elle va aller dans une sorte de quête initiatique pour retrouver sa sœur et savoir pourquoi elle n'arrive pas à la retrouver justement, et va avoir des indices petit à petit donc sur le bateau, en fait des choses qui vont faire que elle va découvrir en fait des éléments qui vont l'amener vers une sorte de cauchemar éveillé en fait dans ce bateau qui s'appelle l'Hélios, et c'est une bonne raison justement, qui est présenté comme une sorte de sanctuaire, vous voyez, comme où il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce bateau, des esprits vraiment des chercheurs justement, puisque c'est un navire de recherche. Et il y a eu dans cet endroit des expériences sombres, sinistres, peuplées de dangers en fait, et donc elle va enquêter là-dessus et elle va être confrontée. Alors c'est pas un jeu qui est vide de sens justement, c'est que plus vous avancez dans l'histoire, plus vous allez être vraiment plongé dans cette atmosphère oppressante, qu'il le devient de plus en plus, mais par petites touches, vous voyez, c'est ça qui est génial, parce que on va explorer le navire et ça va permettre en fait de découvrir les secrets du navire et les événements étranges qui se sont déroulés, qui sont déjà produits à bord en fait. Il va y avoir une sorte de flashback aussi, il y a des scènes qui sont excellentes en flashback, où vous allez être carrément aussi transporté dans l'esprit de Ada, sa sœur. Vous allez revivre des événements que sa sœur a vécu. Et donc, petit à petit, l'intrigue va se dévoiler. Et donc, je trouve, en termes d'originalité d'histoire, c'est bon. Évidemment, ça ressemble à des genre de récit qu'on a déjà vu quand même, en fait, une unité de temps, de lieu et d'action dans un lieu isolé, oppressant, etc. Mais je trouve que l'originalité de ce jeu, c'est de pouvoir justement vous emmener encore une fois sur de par son gameplay dans quelque chose d'assez différent, puisque il y a vraiment vous avez donc un personnage qui est en vue subjective, voilà, et donc vous avez en fait une façon d'aborder l'histoire de plusieurs manières en fait à travers le gameplay et d'agir de façon différente en fait. Voilà, c'est pour ça que je trouve que ça rajoute un petit plus dans la progression de l'histoire, à travers les énigmes notamment, parce qu'il y a pas mal d'énigmes qu'il va falloir résoudre pour avancer. Le jeu, je dirais qu'il met vraiment l'accent sur l'atmosphère oppressante des lieux. Il y a un côté, il y a une tension aussi. Moi, je suis presque à la fin du jeu là. Il y a des éléments de survie. Les joueurs, en tant que joueur, vous devez éviter certains dangers, certains pièges, parce qu'évidemment, il faut qu'il se passe des choses. Vous n'allez pas simplement explorer un navire pour vous emmerder, comme je dirais. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans ce navire, et il se passe des choses. Voilà, donc il y a des pièges, il y a des choses qui vous poursuivent aussi, mais que vous ne voyez pas, donc qui vous mettent la pression, un peu comme l'Alien d'Alien Isolation, sauf que lui vous le voyez, mais il vous met la pression quand même dans Alien Isolation, qui est un des jeux que j'adore dans le genre horrifique. Donc vous arpentez les couloirs du navire et vous découvrez un navire totalement presque labyrinthique, immense, avec des graphismes vraiment de très bonne facture, franchement, pour ce que c'est, pour un petit jeu comme ça, vraiment qui, je l'ai dit, c'est pas un triple A, hein, c'est je dirais un bon jeu indé avec un budget
correct. On le sent à travers quand même la qualité graphique qui est vraiment très correcte pour ce type de jeu. C'est une expérience narrative, je dirais, immersive pour moi, qui met en avant une histoire captivante, parce que moi je suis vraiment tout de suite rentré dans l'histoire, avec des décors magnifiques qu'on découvre, des décors aussi magnifiques, mais en même temps qui font parfois qui vous mettent, je dirais, mal à l'aise. Il y a un côté malaisant puisqu'il y a quand même des scènes horrifiques aussi dans le jeu. Tout en proposant en alternance justement pas que un jeu d'horreur, mais avec des énigmes qui stimulent un peu votre imagination, avec des moments intenses de survie, je rajouterais. Voilà, donc Close to the Sun, c'est une véritable surprise, petite pépite que j'ai découvert, voilà, qui est un jeu quand même qui dure assez longtemps, une bonne dizaine d'heures, figurez-vous. Quand même. Dizaine d'heures, c'est pas mal du tout. Ouais. Voilà, donc je veux pas trop en dévoiler parce que pareil, l'ambiance, l'environnement, je préfère vous laisser la découvrir, ne pas appuyer là-dessus, surtout sur l'histoire et la narration, parce que vraiment plus on avance et plus vous découvrez des rebondissements assez étonnants. Voilà, donc les joueurs, en tant que joueurs, vous allez découvrir des événements qui ont conduit ce bateau Helios à la situation où il en est, puisque tout le monde a disparu dans le bateau, et que vous allez remonter le passé en cherchant votre sœur Ada, et que vous allez voir donc des événements à travers les visions de Ada, parce que c'est un peu compliqué, que Ada transmet par l'intermédiaire. Je peux pas trop en dire en fait, voilà. Donc oui, ce qui se passe. C'est le plaisir. Voilà, je voudrais pas voilà, mais en tout cas, c'est bien foutu au niveau des dialogues. Les mécaniques de jeu sont intéressantes. Il y a un côté énigme et horreur en même temps, et mystère passionnant. Voilà, donc vous avez de l'exploration, de la survie, une belle DA, c'est surtout les graphismes, c'est surtout au niveau de la direction artistique, qui sont beaux. Il y a vraiment un travail sur les décors, je vous dis, c'est soigné. Voilà, donc expérience de jeu, moi je dirais captivante, qui mêle une histoire intrigante, des énigmes qui stimulent votre esprit, comme j'ai dit, une ambiance immersive. Après, c'est moi, encore une fois, mon ressenti. Et puis le décor qui est assez, je trouve, bien foutu quand même dans ce bateau là, inspiré par, je dirais, une époque victorienne un peu, mais j'en dis pas plus. Et une ambiance un peu à la BioShock, voilà. Oui, non, complètement, ouais, c'est ça. Ouais. Et si vous voulez savoir un peu. Il est dispo sur Switch, PS4 et Xbox One, donc. Il est ouvert à tout le monde. Et il est dispo, oui, sur la plupart des trucs. J'espère vous avoir, en tout cas, donné envie d'y jeter un œil. Tu l'as bien vendu. C'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment, mais ouais, ça fait en 2019. C'est ça, c'est toujours intéressant d'en parler, parce que comme tu dis, les graphismes étaient solides et donc ça passe toujours très très bien. Et effectivement, ça donne envie. Voilà. Écoutez, on va passer maintenant à la seconde partie. Et voilà, on va se consacrer à Dune, deuxième partie, avec Lloyd Cherry. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Alors que Dune deuxième partie est actuellement dans les salles, nous recevons Lloyd Cherry, le spécialiste de Dune que l'on ne présente plus, mais que je vais un petit peu présenter quand même. Lloyd, tu es journaliste, actuellement co-rédacteur en chef de Métal Hurlant, et créateur du podcast C'est plus que de la SF. Tu es devenu une référence mondiale sur le roman Dune de Frank Herbert grâce au MOOC que tu avais publié il y a 2 ans de ça à peu près. Et tu as eu, entre autres, l'honneur d'avoir la première interview mondiale de Denis Villeneuve lors de la sortie du premier film Dune. Alors, si celles et ceux qui nous écoutent veulent mieux te connaître, je les invite à se rendre sur notre chaîne YouTube, celle de Burn After Streaming, notre média, et de regarder la chouette interview que nous avions faite il y a à peu près 1 an et demi de ça. Maintenant, on va commencer par la première question, ou plutôt l'introduction. C'est qu'il y a quelques jours de ça, tu as assisté à la première mondiale à Los Angeles d'une deuxième partie. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte, comment t'as été invité? Moi, le MOOC Dune est sorti en novembre 2020, et le film devait sortir à l'époque en décembre 2020, et puis tout ça a été décalé en septembre 2021. Donc, pendant plus d'1 an et demi, j'ai beaucoup parlé autour de Dune. Et en fait, j'ai été contacté par le studio de jeux vidéo Funcom, qui est un studio scandinave. C'est eux qui ont fait notamment
notamment le jeu vidéo Conan. C'est des spécialistes des MMORPG, donc des jeux en ligne multijoueurs. Et en fait, ils vont adapter Dune. Ils préparent un Dune Awakening et le studio Funcom m'avait demandé d'être ambassadeur en fait en France de Dune avec d'autres personnes pour promouvoir le jeu vidéo et pour aussi promouvoir l'univers de Dune. Donc j'avais déjà interviewé moi le créateur du jeu, avec qui on avait pas mal sympathisé, et ils m'ont proposé d'aller à Los Angeles pour suivre une présentation exclusive de Dune Awakening, et surtout de pouvoir voir en avant-première dans les studios de la Warner le film Dune de Denis Villeneuve. Donc en fait, pour ceux qui n'ont jamais été encore à Los Angeles et dans les studios de la Warner, on peut les visiter. Ça veut dire qu'on a passé la journée à visiter tous les studios. Vous pouvez prendre des petits trains avec des guides, et puis vous allez découvrir les studios, vous allez découvrir les gens qui font les décors. On a croisé l'acteur de Young Sheldon qui sortait du studio, qui nous a salué. Bref, on a pu vraiment découvrir, et tout est fait, tout est un espèce de show visite guidée où on peut voir en temps réel qu'est-ce qui est en train de faire dans la Warner, qu'est-ce que font les gens dans la Warner sur les studios. Et du coup, c'était assez fascinant de découvrir ça, puisque là, ça devient concret. C'est là où on voit que le cinéma est une industrie. Et on a vu le film Dune 2 dans le studio de projection numéro 12, qui est une salle de cinéma assez grande où pas mal de producteurs ou de réalisateurs présentent en fait leurs films à des exécutifs de la Warner ou à leurs équipes techniques. Et on a pu voir le film à peu près une journée avant la sortie française. Donc c'était le 27 février. Et évidemment, malgré le décalage horaire, j'étais très concentré pour voir cette deuxième partie. D'accord. Donc bon, c'était... est-ce qu'il y avait des personnes du casting, de l'équipe Alors non, toute la partie casting et équipe était là pour l'avant-première française, qui s'est fait la semaine d'avant, et du coup j'avais pas été convié. Alors c'était assez rigolo pour l'anecdote, parce que il y a eu un changement au niveau des équipes marketing de la Warner. Donc j'avais été convié au premier film, j'ai pas été convié sur le deuxième film, mais par contre France 2 m'avait appelé pour me demander de faire un direct devant le Grand Rex, donc du coup je suis allé faire mon direct devant toutes les équipes marketing de la Warner qui m'avaient oublié. Donc ça a été un moment, ça m'a permis de pouvoir qu'ils se souviennent de moi, et puis de pouvoir les saluer. Et puis en fait, si tu veux, ils avaient, pour cette avant-première là, c'était sur invitation. Ils avaient un peu, les journalistes étaient peu conviés, à part s'ils allaient traiter du film. Et moi, comme je suis dans la catégorie des experts, c'est un peu compliqué. Après, une nouvelle fois, pour cette promotion du deuxième film, j'ai fait pas mal de médias. J'ai fait France 2 2 fois, puisqu'ils sont venus, j'ai fait l'œil du 20h. Ils sont venus à la maison pour une expertise. J'ai fait France Inter, Le Figaro, Marianne. Enfin, j'ai été vraiment contacté par différents médias pour analyser la communication autour de Dune, pour parler de ce classique de Frank Herbert, et pour donner aussi mon avis sur le film. Donc voilà, même si il y avait pas forcément d'actualité pour moi, parce que le livre est toujours en vente en librairie et à la Fnac. Mais par contre, le côté être expert, même 3 ans après, on te ressollicite pour te demander tes lumières autour de Dune. Il reste beaucoup de stock du bouquin ou plus Alors, trop. Pour être précis, en tout, on a imprimé, si je compile Dune le mot qui est tout sur Dune, on a dû imprimer 28 000 exemplaires. Ce qui est une nouvelle fois, je le répète, énorme pour du beau livre. Là, on est sur des scores. Moi, je pense que je suis toujours le numéro 1 dans ma catégorie sur cette espèce de beau livre un peu bâtard. Et donc, du coup, il nous reste à peu près 3000 exemplaires de tout sur Dune. Je pense qu'on va finir le stock avec le deuxième film, et on fera une ultime version pour le Messie de Dune. Donc ça veut dire qu'on ajoutera sûrement sûrement 1 ou 2 cahiers pour analyser le film de Denis Villeneuve, les 2 parties, et pour avoir quelque chose de vraiment final. On fait comme George Lucas, quoi. Même si le livre est censé être terminé, on ajoute année après année des précisions, des petites choses. Et le livre sera vraiment complet, je pense, pour le Messie de Dune. Mais déjà, on finit ce stock-là. Et puis on verra pour la suite. Alors le Messie de Dune, on va y revenir après, je pense, qui serait donc le 3e film en théorie de Denis Villeneuve. En tout cas, c'est le film qu'il souhaite faire, le dernier.
Mais on en reparlera plus tard de ça à la limite. On y reviendra, c'était prévu. Écoute, on va peut-être maintenant commencer à parler vraiment du film. Donc l'histoire s'installe. Alors on va peut-être contextualiser un petit peu pour ceux qui pourraient dire que c'est Dune 2, enfin à tort, c'est la deuxième partie du premier tome. Donc on reprend la quête initiatique de Paul Atreides, qui est avec les Fremen et qui va préparer un peu la contre-offensive face aux Harkonnen. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film déjà? Est-ce que tu l'as aimé ou pas? Et est-ce que tu trouves qu'il est fidèle à l'œuvre originale? Alors on a fait, pour ceux qui voudraient en savoir plus, on a fait un podcast récemment sur le film où notamment un instrument designer français qui a travaillé 5 semaines avec Hans Zimmer et Denis Villeneuve est présent sur le podcast, donc il raconte les coulisses de création de tout le travail sonore. Je vous encourage à l'écouter parce qu'il est Christophe, il est passionnant, hyper humble et il raconte notamment comment il a imaginé la séquence d'égorgement que Fade Rota, dont le personnage de Fade Rota commet. Moi, c'est très simple. Pour moi, c'est un très grand film de science-fiction. C'est fidèle globalement à 80%. Le roman est respecté. On va pas spoiler ou rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a à peu près 3 à 4 occurrences où on peut dire que le roman n'a pas été respecté, mais c'est pas si important que ça, enfin à mes yeux. Moi, je l'ai vu 2 fois le film, j'ai passé à chaque fois 2 très bons moments. C'est globalement au-dessus de la moyenne de ce que je vois en blockbuster. J'ai trouvé que Villeneuve avait écouté toutes les critiques qu'on avait fait entre le premier et le deuxième film. Donc il y a plus de rythme dans ce deuxième film, il y a plus d'émotion, il y a peut-être la musique et le travail de Hans Zimmer est plus subtil. Et je pense qu'on arrive à une espèce de mélange intéressant de ce que peut faire Villeneuve dans le cadre d'un blockbuster. Ça veut dire que fondamentalement, on est loin d'un film comme Avatar 2. Denis Villeneuve, on voit qu'il aime peu montrer les batailles, et d'ailleurs il en montre assez peu dans ce Dune partie 2. Mais par contre, c'est très respectueux de l'œuvre. Ce qu'il faut savoir, et on a tendance à l'oublier, c'est que Dune, c'est beaucoup de propos rapportés, c'est une pièce de théâtre, on est comme dans un drame shakespearien. On a des personnages où il y a assez finalement peu d'action, on est beaucoup dans du dialogue, on est beaucoup dans des joutes politiques. La séquence de duel entre Fade Rota et Paul Atreides, je crois, fait 2 pages dans le roman, moins de 2 pages, 1 page et demie, donc ça va quand même. Frank Herbert est peu descriptif aussi dans ses batailles, dans ses actions. Et à ce niveau-là, moi, je trouve que le travail de Villeneuve est très respectueux de l'esprit d'Herbert. Et quand même, on peut souligner qu'il y a un vrai propos sur le fondamentalisme religieux, sur le messianisme. Donc ça fait partie de l'œuvre de Dune. Mais c'est vrai que si on recontextualise, on a peu vu ça dans le cinéma hollywoodien à grand spectacle. Et on peut aussi souligner la représentation des populations moyen-orientales dans ce film bascule, je trouve, puisque souvent post-2001 et post-guerre en Irak, on était quand même dans une représentation du Moyen-Orient très cliché, et même s'il y a de l'orientalisme dans ce film, quoi qu'on en dise, il y a quand même une grande subtilité, et on n'hésite pas à montrer ces foules qui prient, ces foules qui parlent en espèce d'arabe mélangé avec d'autres phrases. Et à ce niveau-là, je trouve que le film, en termes de représentation, va assez loin, avec toujours des beaux personnages féminins qu'il a modernisés, puisque quand même Dune est marqué de son époque, c'est un livre des années 60, avec pas mal de clichés. Tous les méchants sont plus ou moins efféminés, homosexuels dans l'œuvre de Frank Herbert. Voilà, ça fait partie des standards, où ils sont aussi, comme c'est des traîtres, ils sont forcément asiatiques, post-Fu Manchu. Donc du coup, quand même, Denis Villeneuve a pas mal modernisé le roman d'Herbert, et ça reste du très grand spectacle. Donc moi, j'ai vraiment pris mon pied à le revoir. Après, je pense pas que ce soit un film parfait, parce que c'est très compliqué, et pour que ça arrive peut-être au même niveau que, je dirais, Le Seigneur des Anneaux, qui est un peu la trilogie un peu ultime, quoi, en termes de
ou même Star Wars, la première trilogie. Voilà, pour moi, c'est un peu les deux trilogies un peu ultimes, c'est Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, mais parce qu'on est sur des films qui sont quand même grand public, beaucoup plus grand public que Dune, avec un message, voilà, très universel. Et Dune, on est quand même dans une œuvre complexe, qui ne se termine pas bien, et qui quand même te dit très clairement qu'il ne faut pas suivre les hommes providentiels. C'est d'ailleurs la morale d'Herbert, hein. C'est et dans la jeunesse de Dune qu'on a publié dans Tout sur Dune, Frank Herbert le dit bien, ne suivez pas les super-héros, ne suivez pas les hommes providentiels. Donc globalement, Dune n'est pas une œuvre mainstream, n'est pas une œuvre familiale à proprement parler, même si le roman est un des romans de SF les plus lus de tous les temps. Et du coup, c'est vrai que pour avoir une espèce pour retrouver cet engouement massif et populaire qu'on a eu pour Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, il aurait fallu quelque chose de peut-être plus familial. Mais ça reste quand même excellent. Enfin, moi, je peux comprendre qu'on fasse la fine bouche, mais quand même, on s'est tapé 10 ans de Marvel. Faut quand même se souvenir, c'est quoi le blockbuster américain des années 2010, hein, à part Christopher Nolan, Denis Villeneuve et David Fincher, et quelques James Bond, entre guillemets, qui sont toujours les mêmes types de films, mais on est quand même dans un cinéma qui est très, très pauvre. Donc, quand on voit ce film-là, ça fait quand même du bien, quoi. Il y a un peu un souffle d'air frais. C'est exactement ce que je me suis dit hier, parce que j'ai vu le film hier soir, et je me suis dit exactement ça. Je me suis dit putain, ça fait du bien, c'est pas formaté, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est une proposition qui sort vraiment du lot, que je mets au même niveau à peu près, même si on est dans des styles très différents, de Avatar 2 par exemple, qui est du spectacle aussi qu'on ne voit plus. C'est un peu des films à l'ancienne avec Cameron, j'ai envie de dire, qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, comme tu le dis, avec des Marvel ou ce genre de grosses productions. Et je vois que Arcania depuis tout à l'heure, qui tient plus trop en place. Et je pense alors je sais, on va faire un petit tour de table, hein, de Maxi et Arcania, justement, sur ce que aussi on pensait du film. Et si vous avez envie de rebondir un peu sur ce qu'a dit sur ce qu'a dit Lloyd, en peut-être commencer par Arcania, parce qu'à la limite, je sais qu'Arcania, toi, t'as un avis assez mitigé sur le film. Donc voilà, si à la limite tu veux peut-être nous partager ça. Alors, petit avertissement, à partir de ce moment-là, on va pas mal spoiler sur le film d'une deuxième partie. Donc, si vous avez pas lu les romans ou vu le film, et que vous voulez pas qu'on vous révèle des choses importantes avant de l'avoir vu, c'est le moment de mettre sur pause, de revenir peut-être une prochaine fois après avoir vu le film, et voilà. Et pour ceux qui resteraient dans l'émission, bonne écoute. Moi, ce qui m'a tout de suite frappé dans Dune, c'est Villeneuve, c'est déjà évidemment l'aspect visuel, je dirais la cinématographie du film, que je trouve absolument, c'est ça qui m'a emporté. Et au final, si tu veux, j'aurais aimé être emporté aussi par des éléments du scénario sur le reste. Pourquoi ? Parce que je trouve que le film est absolument magnifique en termes visuels, et j'ai vraiment pris une claque quand on voit, je veux dire, les scènes qui sont en plus pas tourné, je veux dire, je suis sûr qu'il a tourné carrément ça dans des décors naturels, hein, dans un vrai désert, j'imagine. Il y a pas énormément de fond vert. Enfin, j'imagine que non. Voilà. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est un peu vraiment les intrigues, en fait, de Dune. Pour moi, la première partie du film, elle se distingue nettement de la fin du film. Et pour y arriver à ce moment-là, ce climax, je trouve que c'est très laborieux. Enfin, je veux dire, alors, c'est mon ressenti, c'est-à-dire que moi, je suis pas rentré autant, peut-être, dans l'histoire que la première partie. La première partie, justement, il y a des choses, moi, il y avait une atmosphère, une ambiance, quelque chose qui m'a happé. Nettement plus au niveau des personnages, tu vois, ne serait-ce que le personnage de tout, parce qu'il y avait déjà la famille Atreides qui se fait éliminer par les Harkonnen, évidemment. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment le traitement des personnages davantage dans la première partie. Les intrigues de comment on en arrive à cette deuxième partie dans la première partie, moi, m'a vraiment plus intéressé au niveau de l'histoire, de l'intrigue, tu vois. La deuxième partie, même si elle est fascinante de par sa réalisation, quand même, il y a, comme je dis, c'est très contemplatif aussi. On pose quand même les personnages, l'ambiance, etc.
Comme il disait Lloyd, il y a un peu plus de rythme évidemment que dans la première partie, puisqu'on va quand même vers je dirais vers ce que Paul Atreides va devenir, le Messie de Dune, enfin le futur Messie de Dune, et son parcours initiatique en fait pour moi parfois me paraît un peu je dirais un peu trop j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, tu vois. Il y a des choses qui me paraissent un peu trop surlignées, par exemple tu vois la relation avec Stilgar qui lui veut absolument croire que c'est le Messie, etc. C'est bon, moi je me suis dit ça va, je pense qu'il a compris le message. Si tu veux, il y a des trucs dans l'histoire en termes narratifs qui parfois me sortent un peu du film, tu vois. D'ailleurs, ils en ont fait des mèmes de ça. Et voilà, exactement, ils en ont fait des mèmes. Et moi, il y a des scènes que, par contre, tu vois, qui quand même sont des magnifiques. Je parle quand par exemple, Paul, au sein de l'assemblée des Fremen, lui, quand il affirme son rôle d'élu, quand là, il va prendre la parole, j'ai trouvé cette scène vraiment géniale, intense. Oui. Il y a vraiment des éclairs dans ce film que j'adore en termes de film. Je vais revenir sur un point important dans ce Dune, c'est le climax. Alors, évidemment, je trouve que Lloyd a fait une très bonne comparaison. Et pour moi, malheureusement, je suis quelqu'un qui compare. Et le problème, c'est que je ne devrais pas, finalement, comparer. Parce que la trilogie de Peter Jackson est pour moi un monument du cinéma. C'est-à-dire que ce soit les versions longues, hein, qui durent quand même presque 4 heures pour certaines, hein, même 4 heures la dernière, je crois, Le Retour du Roi. Donc là, d'accord, t'es passé sur le Seigneur des Anneaux, d'accord. Non, je suis passé parce que je fais un parallèle en termes, parce qu'il en a parlé, Lloyd. Il a dit, on n'est pas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que le côté épique de la bataille du Gouffre d'Em, le côté épique de la bataille de Minas Tirith, il n'y est pas dans cette bataille finale. Moi, je suis pas d'accord avec toi. La précision que me dit Lloyd, c'est qu'il me dit attention, parce que le livre, je veux dire, Herbert ne détaille pas comme Tolkien cette bataille. Il s'étend pas dessus, tu vois. Et là, je comprends mieux, quelque part, peut-être pourquoi cette bataille me paraît tellement plus expédiée. Elle est expédiée pour moi. Vraiment, on arrive très vite dans la cour, avec l'empereur, devant de Paul qui arrive, et le combat avec Fade. Et pour moi, c'est des ellipses narratives qui me font passer, je veux dire, en tant que spectateur, j'ai envie d'en voir plus, parce que j'aime le cinéma, parce que je veux voir du grandiose. Il en donne du grandiose. La chevauchée des vers des sables, pour moi, elle est très basique. Revoyez. Non, mais on voit pratiquement pas les vers dans le film. On les voit bien sûr dans l'attaque finale. Mais si tu veux, non, tu vois la scène quand il apprend à chevaucher le ver, elle est superbe. Tu sens vraiment, mais encore, tu le vois que planter, je veux dire, ses pointes sur le verre, et puis tu vois pas vraiment la gueule du verre, mais simplement parce que moi j'adore le film de Lynch, même si ce film est très critiqué, mais ce que faisait Lynch à l'époque, en 84, même si lui il fait une version narrative, alors lui les ellipses il y en a partout, parce que lui il fait un film de 2h15, Lynch, mais bon sang, les vers, il était généreux parce qu'il les montre. Mais bon, moi, c'est des petits détails, si tu veux. J'ai pas été emballé par le narration, l'histoire du film, vraiment par rapport à la première partie, mais attention, je préfère voir ce genre de blockbuster que n'importe quel Marvel d'aujourd'hui à $600 millions de budget. Enfin, j'exagère. 300 millions. Alors, t'as été entendu. Maintenant, on va laisser un petit peu la place à Maxi. Bien sûr. Mais je suis désolé parce que je voulais vraiment expliquer mon propos. Voilà. Oui, on a bien compris. Arcadia, t'inquiète. J'ai vraiment apprécié, en fait. La dernière fois où j'avais eu ce sentiment en sortant d'une salle de cinéma, c'était quand j'ai été voir The Batman il y a 2 ans, je crois. Entre-temps, j'ai vu toutes les merdes que ma fille me fait aller voir, hein, c'est-à-dire tous les Marvel. Dès qu'il y a un Marvel qui sort, allez papa, vas-y, emmène-moi. Et donc là, je vais aller revoir une deuxième fois avec ma fille, hein, parce que et à Timothée, hein, donc elle me fait Timothée, il faut absolument aller le voir. Bon, moi je connais pas trop le délire, mais bon, voilà, elle a 15 ans. Voilà. À chaque génération, c'est DiCaprio il y a 20 ans, enfin voilà, ça tourne. La génération de... Et sinon, moi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est tout l'habillage, la musique, les effets spéciaux, enfin les effets sonores. Quand ils sont dans le désert, qu'ils mettent les marteleurs pour appeler les vers. Au cinéma, ça
ça claque en fait. Je suis d'accord avec toi, Arcania, la bataille finale, en fait, t'es là, t'attends, tu te dis waouh, ça doit être grandiose parce que effectivement, il y a quelques scènes. Par exemple, la première scène du film, bon, je vais pas la spoiler, mais bon, tu peux y aller maintenant que c'est parti. Je mettrai des warnings en montage, c'est pas grave. Je pense non, mais quand Arcadia qui a raconté la moitié du film déjà, donc c'est bon quoi. Oui, là tu peux y aller. Et puis l'article, j'en dis aussi. Hein. Donc non, mais quand ils se réveillent dans le désert et puis ils se font attaquer. Tu te dis le film il commence bien parce que j'avais vu le premier une semaine avant parce que quand il était sorti j'avais un peu squeezé et le premier en fait sur la fin tu restes sur ta fin en fait, tu te dis ça finit comme ça, bon vivement le deuxième. Là par contre la fin du deuxième il l'amène mieux quoi, tu vois, même s'il y a pas de troisième. À part pour ceux qui ont lu les bouquins, t'as pas trop de frustration, alors que à la fin du premier, t'es frustré quoi, parce que il retrouve. C'est seulement le moment où il fait la rencontre avec les Freemen et tout, et puis ça s'arrête là. Quoi. Tu te dis Et non, c'est pour moi en fait. Bon, après on est qu'au mois de mars, mais je pense que ça va être un des films qui va marquer l'année cinématographique. Bon, je sais pas. Il y a quand même Furiosa que j'ai vu dans la bande-annonce juste avant, qui a l'air pas mal. Ouais. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. On viendra peut-être sur Mad Max plus tard dans l'année, mais sinon oui, c'est un bon film. Il y a quelques longueurs effectivement. Mais concrètement, tu vois pas les 3 heures passer, quoi. Tu t'ennuies pas, en fait, tu vois. Et effectivement, le côté un peu intriguant, tu sais, de l'empereur avec sa cour, c'est amené d'une certaine façon où des moments tu te dis mais alors elle c'est qui, pourquoi elle fait ci, bon t'as la révérende mère. C'était un des reproches que j'avais fait au premier, c'est la voix, tu sais, quand elle lui fait, ça commence comme ça, où elle lui explique, donne-moi de l'eau, enfin, non, il faut que tu me forces à donner de l'eau, et je pense que c'est pas assez expliqué, en fait. Alors après, est-ce que, en 3 heures, il a pas le temps de tout expliquer non plus? C'est peut-être le problème d'un film. S'il faisait ça sur une série, c'était peut-être, il aurait peut-être plus le temps de développer tous ces moments qui sont un peu, t'as l'impression qu'il le met parce qu'il faut le mettre, mais on aurait pu s'en passer. En fait, je sais pas si on peut vraiment s'en passer parce que c'est quand même important dans l'histoire, mais c'est un peu mal expliqué en fait. Voilà mon avis. Oui, je vois ce que tu as. Des petits trous scénaristiques qui te dérangent. Alors du coup on va revenir sur notre invité, donc Lloyd. Justement là ça a été un petit peu évoqué par-ci par-là, donc il y a eu certains choix qui ont été faits de la part de Villeneuve dans ce film-là. Est-ce qu'il y a des choix justement que tu regrettes, des choses que tu aurais bien aimé voir qui n'ont pas été exploitées ou qui ont peut-être pas été assez exploitées? C'est intéressant, je suis assez d'accord sur vos retours. En fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que Villeneuve s'oppose totalement avec la façon de faire des blockbusters actuels, et cette volonté de montrer peu de séquences de bataille, ce qui est très attendu et ce qui est très finalement marvelien et très Star Wars ou Seigneur des Anneaux, et encore les derniers Star Wars en termes de scènes de bataille c'était un petit peu décevant. Je pense qu'il se construit totalement en opposition parce que son sujet c'est pas vraiment ça. Je pense que son sujet c'est vraiment de montrer comment un jeune prince devient un tyran religieux très rapidement. Dune, c'est quand même un roman qui suit un schéma narratif classique, qui est le schéma narratif du héros, théorisé par Joseph Campbell, donc le théoricien des mythes. C'est le même chemin que va suivre Luke Skywalker dans Star Wars. À la grande différence, c'est que Paul Atreides devient un héros très fort et très puissant tout de suite. C'est un héros surpuissant. Ce qui fait qu'il est moins sympathique que Luke, puisqu'on voit que Luke met du temps, entre guillemets, galère au fur et à mesure de ses aventures à devenir un super Jedi. Paul devient presque invincible dès la fin du premier roman Dune. Donc on est dans un schéma narratif qui est quand même très classique. On va suivre comment Paul va devenir un Fremen, et donc c'est sûr que tout le chemin obligé qui est de montrer
sa transition de jeune duc à Fremen prend du temps. En même temps, ce qui est très fort avec Villeneuve, c'est que, comme tu l'as dit très bien, Arcania, c'est l'art de l'ellipse. Villeneuve est très fort en ellipse, et Villeneuve arrive à créer une atmosphère et arrive à rendre son monde réel sans en montrer trop. Ça veut dire que quand on voit toutes les tenues de la cour de l'empereur ou même des Fremen, on sait que c'est un monde qui existe. Et ça, c'est très fort, parce que il n'a pas besoin de nous tartiner des tonnes de minutes pour prouver l'existence de son monde. Son monde, il respire le réel. Et ça, c'est un truc très, très, très fort. Moi, Dune, c'est un livre-univers, hein, et je trouve vraiment que Villeneuve a réussi à créer un univers. Voilà, c'est une espèce de magie, à quelque chose d'assez, moi, je trouve, de fascinant chez lui, dans Dune, parce que j'ai revu aussi le premier, et je trouve vraiment qu'il y a une mise en place, quand même, très clair de son univers, d'une manière extrêmement efficace, qui force vraiment l'admiration. Après, je crois surtout que c'est là où il peut y avoir une frustration, c'est que Dune aurait dû être une série, fondamentalement. Qu'on se rend compte de la complexité du premier roman, Dune aurait pu être une formidable série. Sauf que c'était impossible avant Villeneuve. Enfin, il faut quand même savoir, moi, ça, oui. Le film de David Lynch est reconsidéré, moi, ça me fait doucement marrer, hein. Le film de Lynch, ça a été considéré comme une merde pendant quand même des années. Et ça fait que depuis 2 ans que depuis qu'il y ait Dune, que le de Villeneuve est ressorti, c'est bon chic, bon genre de dire que le film de Lynch, c'est bien. Le film de Lynch, c'est un grand film raté. Ça veut dire qu'il y a des choses esthétiquement où Lynch fait mieux que Villeneuve. Les armures des Fremen, Villeneuve, il fait pas mieux. Ça, c'est évident. C'est hyper séduisant. Cal MacLachlan est génial. Il y a une musique exceptionnelle. Il y a des choix. Harkonnen aussi. Harkonnen est top. Il y a de vrais choix. Et le film de Lynch, moi, j'aime beaucoup. Mais c'est un grand film raté. Ça veut dire qu'en fait, les 30 dernières minutes, qui correspondent aux 400 pages du roman, voilà. C'est vraiment dommage que Lynch n'ait pas eu l'occasion de sortir une version de 4h30, le montage final, de faire quelque chose de beaucoup mieux, et c'était pas possible. Donc, quand même, je pense que Dune a été quand même pendant longtemps considéré comme un roman inadaptable, vraiment inadaptable, qu'il aurait fallu peut-être l'adapter en série, justement, sur HBO, puisque c'est la Warner, mais que personne n'était prêt à prendre le risque. Et que finalement, quand on voit cette trilogie ciné, j'espère que dans, je sais pas, 20 ou 30 ans, puisque, voilà, 20 ou 30 ans, il y aura une nouvelle adaptation de Dune qui sera peut-être en série et que ce sera autrement. Mais en tout cas, les choix que Villeneuve a fait, moi, je les trouve très cohérents. On peut regretter des choses, on peut regretter... mais par exemple, un exemple, sur Alia, la sœur de Paul, pourquoi il la montre pas ? Dans le film de Lynch, justement, on voit un enfant de 4 ans aux yeux bleus effrayants, l'abomination, poignarder le baron Harkonnen. Je pense que vraiment, comme Villeneuve n'a jamais aimé le film de Lynch, je pense vraiment qu'il s'est construit en opposition. Par contre, Villeneuve a toujours été séduit par le projet de Jodorowsky. Villeneuve est un enfant de métal hurlant. Et vraiment, il y a des séquences dans ce film où on pense à Giger. Ou d'ailleurs, même le choix de Pink Floyd dans la première bande-annonce de Dune, Pink Floyd, qui était censé faire la musique de Jodorowsky Dune, prouve bien que Villeneuve va plutôt se rapprocher du délire jodorowskien plutôt que de l'adaptation lynchienne. Mais non, moi, il n'y a pas forcément de regrets. Il faut quand même, on n'en a pas parlé, mais toute la séquence à Jedi Prime avec le Colisée, c'est quand même exceptionnel. Oui. Cette coupure de 30 minutes. En noir et blanc. Totalement autre chose. En noir et blanc, Saturé. Quand même, tu te dis ça, tu te dis, waouh, quand même, Villeneuve, il fait ça, quoi. C'est-à-dire que, il fait une pause de 30 minutes pour plonger dans un autre univers. Après, évidemment, bien sûr, moi, je suis fan de Dune, j'aurais voulu plus de choses sur le Baron, plus de choses sur Feyd-Rautha, plus de choses sur l'Empereur. Et c'est vrai que je te rejoins, Arcania. La frustration, elle est que tu vois des personnages qui ont une grande densité dans le roman. Alors, les acteurs sont assez bons pour te signifier cette densité-là dans leur jeu, mais ça reste quand même frustrant parce qu'on aimerait bien en savoir plus. Je parlais un petit peu de casting. Moi, je trouve que Austin Butler, qui incarne Feyd-Rautha, il est bluffant. Il arrive à être effrayant. Peut-être que le maquillage joue aussi, mais je pense que c'est surtout les acteurs qui vraiment assurent. Et comme tu dis, il
il y a cette séquence dans le Colisée qui introduit un peu plus le personnage avec sa violence et un petit peu son sadisme. Et je trouve que ce passage-là, moi, m'a scotché, quoi. C'est ouais, pardon de te couper. En fait, ouais, y a pas de souci. Si vous regardez les personnages, c'est très caricaturaux. C'est très classique en fait. Quand vous regardez les personnages et voilà, c'est quoi leur line narrative, quoi. Peut-être pas Jessica qui est un espèce de mélange qu'ils ont dû un petit peu changer. La Jessica qu'on voit dans ce Dune-là est plutôt la Jessica des enfants de Dune, et pas forcément celle du roman Dune de Herbert. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a des acteurs qui arrivent à rendre dense des personnages très classiques. Phaedrota, c'est un sociopathe. Bon, ok, on en a vu plein de sociopathes au cinéma. Par contre, il y a une espèce de bestialité dans son jeu et une intensité dans son jeu qui fait que il tient la dragée haute à Timothée Chalamet. Et d'ailleurs, tout le duel, tous les deux, le duel est très fort parce qu'il y a un vrai truc. On sent qu'en plus, c'est marrant parce que c'est la battle des deux, en fait, c'est un peu les superstars à en devenir, finalement, les deux acteurs-là. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que sur la promotion, j'en ai parlé dans un gros papier sur BFM TV où j'analysais la promotion marketing. Ils ont essayé de recréer une espèce de Brad Pack. Voilà, les jeunes cool des années 80, en ne se concentrant que sur Zendaya, Chalamet, Austin Butler, Florence Pugh. C'est que les jeunes qui ont été mis en avant, pas Villeneuve, pas le roman d'Herbert. Tout ça a été un peu dégagé de la promo pour encourager les jeunes à rejoindre cette nouvelle génération d'acteurs. C'est cette nouvelle génération d'acteurs cool, puisqu'ils sont tous quand même cool en dehors. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et même Léa Seydoux, qui, voilà, c'est la Frenchie. On a souvent vu des Françaises se ridiculiser dans des films américains parce qu'elles n'ont pas la même tonalité de jeu et elles sont moins intenses. Je pense à Inglourious Bastard avec Mélanie Laurent ou même à Batman, The Dark Knight Rises avec Marion Cotillard. On voit que Léa Seydoux, c'est un autre level. On voit qu'elle a joué dans James Bond et on voit qu'elle sonne juste vis-à-vis de l'intensité d'Austin Butler qui quand même crève l'écran, quoi. Et vraiment, elle, aussi grâce à Villeneuve et à sa façon de réaliser aussi, mais vraiment, j'ai trouvé que Léa Seydoux arrivait à tenir son rang. Comme Charlotte Rampling, elles arrivent à tenir leur rang. Alors que bon, c'est pas elle les vedettes, quoi. Est-ce que messieurs, vous avez d'autres questions, vous peut-être, avant de passer à la suite? C'est pas une question, c'est une affirmation. Moi, je viens de voir en fait que il existe une mini-série de Dune. Il existe une mini-série de 2000 avec Alec Newman. Une mini-série donc qui a eu donc en 3 épisodes. C'est ça. Qui paraît était très fidèle en plus sur pas mal de points. Alors, les effets spéciaux très datés aujourd'hui évidemment, mais il y a aussi ils ont adapté aussi les Enfants de Dune en mini-série avec Alec Newman qui jouait donc Paul Atreides. Alors moi je l'ai jamais vu, mais peut-être qu'un jour je la regarderai pour voir ce que ça donnait aussi au niveau de l'histoire. Parce que moi j'aime bien l'histoire aussi. Je trouve que c'est passionnant l'univers de Dune. Voilà. Alors moi j'ai entendu des reproches comme quoi aussi l'univers de Dune paraît désert par moment dans le film, désertique. Alors c'est le cas, oui, puisque c'est du désert. Mais je veux dire, apparemment c'est pas foisonnant, c'est ce que j'ai entendu comme retour par rapport au bouquin. Ouais, je sais pas, peut-être que Lloyd peut apporter des précisions. Il y a du désert dans ce film pour certains. Après, le livre est quand même aride. Moi, je vois plein de minots ont essayé de lire Dune après avoir vu le premier film. Beaucoup de gens arrêtent la lecture du premier roman parce que c'est quand même une œuvre assez aride, assez complexe, très ambitieuse. Et encore, là, on parle de Dune, qui est quand même Dune et le Messie de Dune, c'est la partie gentille du roman. Quand on commence à arriver à l'Empereur Dieu de Dune, voilà, là on rentre dans totalement autre chose et ça je pense que vraiment c'est inadaptable. Donc c'est assez fascinant parce que Dune a influencé beaucoup de personnages et notamment George R. Martin dans Game of Thrones. Le parcours de Daenerys Targaryen est très inspiré du parcours de Paul Atreides. D'ailleurs, il y a vous verrez dans le Messie de Dune, normalement il y aura des danseurs tueurs, des espèces de danseurs aux 1000 visages. Voilà, c'est ce que Martin s'en a inspiré aussi. Et du coup, c'est assez amusant de voir que Dune reste un truc aride, reste une œuvre mystique, dopé en plus par les illustrations de Wojtek Šumak à l'époque dans les couvertures pocket. Et donc on est quand même face à une œuvre pas du tout grand public. Et d'ailleurs les gens ne lisent que Dune, le premier roman, peut-être le Messie de Dune pour avoir la suite, mais ils s'arrêtent après.
Alors justement, tu parles beaucoup du Messie Dune, et je comptais justement en parler parce que donc on l'a un peu évoqué en introduction, c'est normalement donc le troisième film de Villeneuve sera sur le Messie de Dune, basé dessus, et normalement il arrêtera là. Est-ce que là, il a pas fait le plus facile, j'ai envie de dire, c'est-à-dire adapter le premier tome, où il se passe quand même pas mal de choses, et là, il lui reste un peu le gros morceau qui est, alors paraît-il, plus poétique, justement, tu as parlé qu'il a beaucoup inspiré Martin pour Game of Thrones, dans ses intrigues, où voilà, on est beaucoup moins dans l'action. Est-ce que c'est pas risqué pour Villeneuve de partir sur quelque chose comme ça? En fait, le Messie de Dune, c'est un huis clos de 250 pages, 300 pages, qui se termine mal d'ailleurs. Et c'est très original, puisqu'en fait, c'est la conclusion. Globalement, à la fin de Dune, du premier roman, Paul Atreides termine comme un prince qui a réussi à vaincre les Harkonnen, qui a réussi à devenir empereur. Et donc, il y a une espèce de happy ending, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et puis après, le roman Le Messie de Dune se passe 8 ans plus tard, et donc le lecteur de l'époque, en 72, découvre que le fringant héros qu'il a aimé est devenu un tyran religieux galactique qui ne sort plus de son palais et qui reste bloqué par toutes ces visions autour de lui. Et le lecteur, il est traumatisé. Parce que c'est comme Daenerys Targaryen, quoi. Ça veut dire qu'en fait, le héros que t'avais aimé est devenu un monstre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Villeneuve, je pense qu'il va faire un mix des deux, où il va raconter ce qui s'est passé, donc il va raconter la Grande Croisade via des ellipses, je pense, ou ce qu'il a déjà commencé à faire à travers les deux précédents épisodes, et il va mêler avec l'intrigue de palais qui est le Messie de Dune. Ce qui sera intéressant, c'est que le final du Messie de Dune est quand même très beau. C'est un troisième acte, c'est une tragédie, Dune, donc c'est là le troisième acte d'une tragédie. Donc ce sera, je pense, ça va vraiment marquer les spectateurs qui vont être un peu traumatisés, j'espère. Et puis ça va être intéressant parce qu'on va retrouver des personnages qui étaient là dans le premier, qui sont morts et qui reviennent. On va retrouver quelque chose de bien, mais je pense qu'ils vont être obligés de créer de la tension narrative parce que je vois pas du tout Villeneuve faire un vrai huis clos avec très peu d'action et des intrigues de palais. Je pense ce sera pas possible et je pense qu'il le sait. Par contre, ils vont raconter ce qui s'est passé pendant la croisade et ça va être chouette. Moi, ce qui est bien, c'est que ça, en fait, ce qui est marrant, c'est que, et c'est là où Dune sort où je pense que Dune sort au bon moment, c'est que c'est une œuvre qui est quand même très qui parle encore. Moi, je trouve en 2020, quoi. Beaucoup de gens me posent des questions sur l'écologie dans Dune. Alors, elle est un peu moins mise en avant dans cette deuxième partie. Elle est plutôt dans la première partie. Mais par contre, tout ce que ça dit sur suivre des gourous ou des prophètes, ça, c'est toujours aussi réel, entre guillemets, encore en 2024, quoi. Et en fait, il y a toute une question autour du pouvoir des ressources, parce que c'est ça, le vrai enjeu de Dune, c'est ça. Plus une critique de l'impérialisme et du colonialisme, parce qu'en fait, finalement, les Harkonnen ou même les Atreides, ce sont juste des gens qui sont là pour piller une planète et vendre l'épice après plus tard. Et du coup, c'est des thématiques qui nous font encore écho. Donc, le Messie de Dune, ça va être intéressant parce que ça va être le grand final tragique de Dune. Et je pense que les spectateurs seront marqués. Après, ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte que maintenant, grâce à Game of Thrones, finalement, il y a la série Game of Thrones, on accepte de plus en plus d'avoir des récits qui sont, on va dire, ni tout noir ni tout blanc, et qui marquent un petit peu les spectateurs. Je pense qu'on a aussi un besoin de fiction mature. Et ça c'est vraiment ça c'est intéressant. Mais je sais, alors la Warner a dit oui déjà. Il devrait y avoir un troisième film. Après, il faut l'écrire. Et je crois que le film est en écriture. Et il va falloir arriver à mêler tout le monde. Mais non, ça reste quand même. Enfin, moi, on a une belle année de SF. Et on a Mad Max Furiosa qui arrive. On se régale, quoi. Quand même. On est face à des œuvres qui sont pensées et qui sont sérieuses. Et on sent qu'il y a eu quand même une maturation.
C'est ça qui est aussi agréable et ça se ressent, je trouve, hein, que ce soit chez George Miller ou chez Denis Villeneuve ou autre, ou même Matt Reeves avec le Batman, même si je trouve que le Batman, pour moi, la déception, c'est qu'on est face à du David Fincher Batman, et ça reste très bien sur plein d'aspects, mais bon, on a l'impression de revoir un truc qu'on a déjà vu. Mais par contre, on est vraiment face à une œuvre qui est ambitieuse, on est face à quelque chose où on se dit, et c'est la Warner, hein, on se dit quand même, bon... On part dans des vraies œuvres et ça dure 2h45 à chaque fois aussi, hein. Donc ça aussi c'est intéressant de voir que on est face à une espèce d'œuvre spectacle. On paye pour 3 heures de spectacle et puis après on peut en discuter entre nous. Ouais. C'est marrant qu'on continue de parler là ce soir. On parle d'une œuvre à bientôt qui date de 64 quoi. Quand même prépublié en 64, sorti en 65. Donc c'est quand même waouh, et ça continue à nous parler maintenant, c'est quand même super. C'est la force de la SF. Oui, c'est ça. D'ailleurs niveau SF, on aura aussi normalement le dernier Alien qui va clôturer la Covenant et Prometheus. Ouais. Je vais t'avouer que ça pour moi la franchise moi aussi j'ai un peu plus de mal avec ce qui est proposé. Non mais en fait la franchise est géniale. Enfin, tu vois tout ce qu'ils ont fait sur Alien, c'est on va dire les 4 premiers films, il y a un gros potentiel. Oui. Mais je pense que c'est une franchise qui a toujours été entre deux et que c'est compliqué. Que c'est compliqué et j'attends vraiment de voir la série. Je pense que la série sera top et ça va être un bon moyen comme le jeu vidéo, hein, qui a bien renouvelé la saga de base. Mais c'est compliqué, Alien. C'est compliqué. Et alors du coup, pour venir sur Dune et peut-être finir sur ça, alors on a beaucoup évoqué le côté justement messianique de la quête de Paul. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans ce film, parce que bon, une fois de plus, moi j'ai pas lu le roman, c'est vraiment au début du film, on retrouve le Paul Atreides de la première partie, qui est plein de belles valeurs et qui est limite, je veux dire naïf un petit peu ou pur, et qui vraiment bascule, j'ai envie de dire presque en seigneur Sith au moment où il devient où il embrasse, on dire sa destinée de Lisan al-Gaïb, le fameux messie qui est attendu, Muad'Dib, et il a vraiment ce côté effrayant d'un coup, et où il devient arrogant, totalitaire. Enfin, il bascule complètement, et l'ambiance du film bascule en même temps. C'est c'est un truc qui m'a vraiment percuté, enfin qui de plein fouet quoi. Donc est-ce que tu trouves que ça c'est pareil? Est-ce que dans le roman ça bascule de la même manière à ce moment-là, ou est-ce que c'est amené un petit peu différemment? Alors cette bascule, on la voit vraiment avec le Messie de Dune. En fait. D'accord. Dans Dune, en fait, Paul est encore sympathique. Paul est encore sympathique et on suit finalement un héros qui se venge, quoi, quelqu'un qui va venger, qui va se... D'ailleurs, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas mis dans le film, ce qui aurait été intéressant, c'est que Chani et Paul ont un enfant qui a l'âge de 3 ans et qui se fait tuer dans un raid Harkonnen. Donc c'est des parents qui ont en plus perdu un enfant contre les Harkonnen. Ça c'était pas du tout utilisé. Et il y a cette très belle, alors il y a eu un choix de Villeneuve qui a été de faire en sorte que Chani suive sa propre destinée, même si elle reviendra dans le Messie de Dune. Mais à la fin de Dune, Paul va se marier avec Irulan, mais il le dit publiquement, jamais je ne te toucherai. Donc en fait Chani reste avec Paul, mais Paul dit publiquement on se marie, mais jamais je ne te toucherai, quoi. Tu ne seras jamais ma femme. Donc ça c'est marrant parce que Paul reste encore un personnage avec avec encore une conviction. Et du coup, c'est vraiment qu'on le découvre dans le Messie de Dune où on se dit waouh, mais qu'est-ce qu'il est devenu, quoi. Et en fait, je pense que Villeneuve a eu raison de préparer cette transition pour justement que la différence entre le jeune prince charmant à le gars perdu dans sa tour avec toutes ses visions soit moins violente. Par contre, ce qui est intéressant, alors moi je la trouve rapide.
cette transition. Alors après, bon, narrativement, il l'explique et c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça frustrant qu'en 10 minutes, on voit que le personnage bascule dans quelque chose d'un peu totalitaire. Après, c'est un drame, hein, Dune, hein, c'est une tragédie. Donc on voit qu'on a un héros qui est soumis au destin. Il sait que s'il va dans le sud, il va devenir monstrueux. Il le sait, il repousse. Au moment où il est face à sa némésis, à son double, qui est Feyd Rautha. Feyd est le double de Paul, et en fait, son double l'oblige à faire ce passage. Donc, à ce niveau-là, ça peut s'expliquer. Et puis, bah, évidemment, le truc terrifiant de Paul, c'est qu'il a, même si pour moi le truc du grand-père et tout, c'est vrai dans Dune, hein, c'est vrai, mais bon, il y a pas du tout ce truc-là. Enfin, d'ailleurs, on l'apprend plus tard. Et puis il y a tout un jeu sur le fait que, et ils le montreront pas, je pense, mais que Alia est possédée par l'esprit du Vladimir Harkonnen, donc il continue à travers la mort de continuer à essayer de manipuler la petite Alia. Donc en fait. Il a fait des ajustements avec le bouquin qui, moi, je trouve ça pas choquant. Après, ce qui peut être sur ce côté tyrannique, c'est qu'on comprend, on a du mal à percevoir, et bon, c'est expliqué, hein, mais pourquoi Paul va lancer, pourquoi les grandes maisons en fait refuse d'écouter Paul, pourquoi Paul lance ses Fremen en djihad, tout ça est quand même très explicité, quoi, en l'espace de 5 phrases. Donc, on se dit il part en guerre sainte, il fait voilà, on part en guerre sainte, et puis ça se finit comme ça, et tu sais pas pourquoi les maisons ont refusé l'accord, etc. Oui, c'est vite. C'est vrai que ça a fait le même effet. Ouais, c'est vite amené, mais non, c'est bon. Après, ce qui moi je me fascine, c'est qu'en fait Dune, c'est quand même une grosse critique des religions monothéistes. Enfin, dans quel type de religion on a du messianisme? Bah, c'est les 3 grandes religions monothéistes globalement. Et du coup, moi je trouve ça marrant qu'on a quand même une œuvre qui dénonce un peu ce truc-là. Qui dénonce, alors bon. Qui dénonce le messianisme religieux, qui dénonce l'attente d'un messie, ou des personnages qui finalement n'attendent que l'arrivée d'un élu pour se révéler et en fait finalement sortir de leurs conditions. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec le personnage de Zendaya et comment elle est écrite, c'est vraiment ce truc de ah non, c'est un faux prophète, Paul. Parce que c'est des légendes qui ont été implantées pour manipuler des populations. Donc il y a totalement ce truc de se dire, bah, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Arcania, c'est à force de croire en la prophétie, elle apparaît finalement, mais c'est autoréalisateur. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, bon, il y a le côté un peu orientaliste, moi, qui me fait doucement marrer, où bah, évidemment les Fremen ils égorgent. Paul, c'est drôle, c'est une synthèse entre Saint Paul, entre Laurence d'Arabie et puis entre Mahomet. Très clairement, c'est vrai que ma compagne me le disait. Il y a un côté dans le film de Villeneuve où il peut vraiment faire penser à Moïse. En fait, en traversant ces fameux murs, en guidant son peuple, il y a un côté dans le film très Moïse, alors qu'en fait pas vraiment du moment. Donc ça, c'est marrant. D'ailleurs, qu'on retrouve un peu ce côté péplum dans Dune, et ce qui prépare peut-être le fameux Cléopâtre que veut faire Denis Villeneuve. Donc non, ouais, il y a Denis Villeneuve a 3 projets et un caché, mais dans les 3 projets, c'est faire Dune 3, Rendez-vous avec Rama et Cléopâtre, et il y a un 4e projet caché. Mais Rendez-vous avec Rama serait normalement le prochain film. Donc Arthur Clarke. Ouais, très beau roman d'âge d'or. C'est incroyable, Enfin, moi, j'ai trouvé ce roman absolument dingue. Alors là, en termes d'adaptation, là aussi, il va falloir être très, très fort. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est super ambitieux, Rendez-vous avec Rama. Hein. Franchement, quand tu vois, enfin, je veux pas spoiler ce qui se passe dans l'histoire, mais c'est dingue. C'est dingue, ce qui arrive. C'est super, hein. C'est démesurément ambitieux, quoi, comme projet de SF. Ouais, c'est chouette. Puis en plus, c'est une œuvre qui est un peu oubliée. Donc maintenant,
qui n'est connu que par ceux qui aiment la SF entre guillemets. Donc ça fait plaisir de voir que Villeneuve va continuer sur ce style-là, mais ça donne envie c'est intéressant ce qui se passe sur la SF. On vit un âge d'or en France, donc international, donc c'est génial. On savoure. Alors tu as parlé justement de l'actu entre guillemets qui va nous proposer dans les années à venir notre ami Denis Villeneuve, mais avant ça il y a ton actualité à toi avec Vertigéo, donc qui est une bande dessinée qui va sortir le 15 mai prochain. Qui est une œuvre post-apocalyptique de 233 pages. De mémoire, toi et moi, on était rentrés en contact en fait via un tweet à l'époque. T'avais partagé quelques planches. J'ai trouvé ça super cool. Il y avait une déflagration d'une bombe atomique avec des bâtiments soufflés par l'explosion et tout ça. Et en commentant ça, toi, on a échangé. C'est comme ça, qu'on a fait notre premier contact. Ouais. Donc c'est un projet qui prend enfin vie. Là, ça y est, c'est concret. Ça arrive très bientôt, donc je te laisse en parler si tu souhaites en faire la présentation. Alors en fait c'est une adaptation, on adapte une nouvelle de La Volte qui était sortie dans le recueil de nouvelles Demain le travail. C'était écrit par Emmanuel Delporte, c'était une nouvelle qui faisait 35 pages et on en a fait un roman graphique de 133 pages. Le pitch est assez simple, on suit des ouvriers qui construisent une tour d'immeubles à l'infini. L'humanité est réunie dans un immeuble. Dans plusieurs, on va pas un immeuble, mais dans plusieurs tours, voilà. Et on suit des ouvriers qui construisent des étages à l'infini, dans des conditions atroces et terribles. Et en fait, un ouvrier va se rendre compte que tout ça n'est pas la réalité. Donc, on est face à un récit qui fait beaucoup penser à la caverne de Platon. Et donc, on est dans quelque chose, on est dans une série B. Moi, je suis vraiment fan de la collection série B de Delcourt, mais je suis fan de série B. Donc, on est dans une œuvre en noir et blanc, avec pas mal de rebondissements, qui est divisée en 7 chapitres, avec aussi un peu de lore. Donc, il y a pas mal d'infos sur l'univers. Et puis, je pense que le lecteur ne restera pas indifférent, parce qu'on a un final très très percutant. Donc, on espère vraiment plaire, et puis on s'inscrit vraiment dans un projet qui rend hommage aux cités obscures et aux transpersonnages pour ceux qui aiment la bande dessinée des années 80, et puis sur de la science-fiction plutôt un peu new wave, donc Soleil Vert, donc ces questions-là. Mais voilà, ça coûtera 22,50 €, ça sortira chez Casterman. On fera une tournée dans toute la France, dans des librairies spécialisées de bande dessinée. Donc ce sera aussi l'occasion de pouvoir rencontrer nos lecteurs, les fans du podcast. Et puis je pense que ça va plaire, parce que en tout cas moi les retours de lecture que j'ai de mes bêta lecteurs entre guillemets sont plutôt très enthousiastes. Sont enthousiastes. Je suis pas dupe sur les défauts de l'œuvre, parce que voilà, il y a des défauts évidemment, et je le vois aussi. Enfin, il y a quelques défauts, mais on respecte le lecteur, on offre une aventure complète. Il y aura pas de suite. Peut-être un éventuel préquel, mais je pense pas. On est vraiment sur un truc de c'est un shot de SF, et je pense que ça va plaire, et puis ça marquera. Les gens vont être, je pense, un peu marqués par ça. Donc j'ai hâte, Jérém, d'avoir ton retour quand ça sortira. Ça donne très envie. Donc pour rappel, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est Vertigéo, ça sort le 15 mai prochain. Écoute, je te remercie, Lloyd, d'avoir participé à cette première de PVP, donc notre nouveau podcast dédié au cinéma et aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'était le cinéma qui était mis à l'honneur. Merci d'avoir été le parrain de cette émission. Et je vous souhaite bonne chance. Bon courage. Le secret, moi, je peux vous donner un conseil. Tu connais de toute façon, Jérém, t'en as déjà fait. C'est vrai que c'est la régularité. Pas forcément le plus simple, parce que on a tous une vie en parallèle. Surtout vous, messieurs, vous avez tous une vie en parallèle. Donc là, on est dans le domaine de la passion. Moi, je suis dans le domaine du boulot avec les podcasts. Donc encore, si j'ai réussi à faire que ça devienne un travail. Mais par contre, le secret, c'est la régularité. Et puis avoir des bons intervenants, entre guillemets, des bons clients qui viennent aussi, des guests qui permettent de repartager l'émission. Bien sûr.
Moi, j'ai eu de la chance quand j'ai lancé C'est plus que de la SF. Il n'y avait pas de podcast spécialisé SF réellement. Et puis, j'ai eu Alain Damasio et Yukito Kishiro. C'était beau, ça. Voilà, c'était les 2 premiers invités. Donc, ça lançait un petit peu le podcast. Et puis, depuis, il y a eu pas mal de monde. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. J'avais été content de venir en plus la première fois parler de mon parcours. Et je pense que c'est une des rares émissions sur que j'ai fait où j'ai pu vraiment autant parler, où il y a eu autant de questions sur mon parcours perso. Et puis si vous voulez que je repasse un de ces 4, il y a pas de problème. Vous me prévenez un peu en amont, on essaye de se caler sur les dates et puis je viendrai soutenir la nouvelle émission Burn After Streaming. Écoute, très volontiers, rendez-vous est pris. Merci à vous. Et encore merci à toi et à celles et ceux qui nous écoutent. Bye bye. Merci encore à vous. Salut Spider-Man. Salut.